Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons? Hello Jérôme, on va très bien, du moins je vais très bien. Hugo, comment tu vas? Bien, écoute, merci, ça va très bien. Et toi Jérôme, comment tu vas? Écoute, ça va toujours super bien. Mais je pense que le plus important est de demander comment va notre invité. Comment vas-tu Florent? Écoute Jérôme, ça va très bien, je te remercie, et toi? Bah écoute, super. On est ravis de t'accueillir dans Digital Rehab. Un grand merci à toi de t'être montré disponible. Merci à vous pour l'invitation. Alors Florent, avant qu'on débute ce podcast, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Yes, carrément, du coup. Florent, 28 ans, donc moi je suis consultant en paid d'acquisition, donc principalement sur Google Ads et Meta. Ça va faire 6 mois que je suis à 100% indépendant, et avant ça j'étais dans une agence à Paris. Et à côté, donc maintenant je me suis sur Malte, principalement sur la plateforme pour trouver mes clients. Ok, super. On en reparlera, c'est un peu le sujet, enfin une des grosses parties de l'épisode, mais en tout cas nous c'est un profil qu'on aime bien chez Digital Rehab. On en avait parlé dans un des épisodes, alors je l'ai plus en tête, les garçons non plus. Les doux et les dons du SEO, mais Ah oui. alors là le numéro 6. Oh là là. Jérôme le pré-shooter. Exactement, c'était ça, je me souviens du titre. Oh, let's go, quel honneur. Du coup, alors tu t'es présenté rapidement. Durant ce parcours, du coup, si je comprends bien, tu étais donc en freelance en parallèle de ton travail de salarié en agence. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter en fait ce CDI simplement pour passer full-time en freelance? Ouais, c'est ça. Alors du coup, j'ai toujours été en freelance à côté du CDI, mais ce qui m'a vraiment poussé, c'est ça faisait 2-3 ans que j'étais sur Malte, ça se passait bien, et je commençais à avoir de plus en plus de demandes sur des clients, des gros clients, des projets sympas. Et à la fin, en fait, jusqu'à ma démission, je refusais. J'étais obligé de refuser des beaux contrats, et même à côté, je donne des cours en école de commerce. Et parfois, quand il faut aller faire un séminaire ou autre, je devais prendre des jours de congé sur mon CDI pour aller taffer. Et au final, même sur le côté kiff, ce que je préférais faire entre donner des formations, travailler pour moi en freelance versus le CDI, j'ai tout de suite, je voyais bien que c'était plus l'autre côté qui tendait. Et j'avais une belle opportunité aussi sur plusieurs contrats. C'était fin 2022. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et finalement, j'ai dit, OK, je vais les signer, je pose ma démission et on verra bien ce qui se passe. Et au final, je regrette pas du tout, puisque là, ça marche bien. Et même, je suis bien mieux personnellement à mon compte. Ouais, c'est un vrai kiff. Et du coup, durant tout ce parcours, que ce soit du coup, on reprend à l'agence ou en freelance, est-ce que tu as quelques succès, et après on verra peut-être quelques échecs aussi, dont voilà, succès en l'occurrence dont tu es fier, des expériences qui t'ont plu, ou des références cool, ou je sais pas ce que tu veux. En agence, t'as dit, ou en freelance? Les deux, on peut commencer, si tu veux, en agence, et freelance après, c'est vraiment comme tu le sens. Oui, je pense que l'idée, en fait, c'est de pouvoir, entre guillemets, faire bénéficier nos auditeurs de ton expertise là-dessus. Ouais. Parce que échec comme succès, succès comme échec, pardon, ce que tu as pu avoir comme mauvaise idée, mauvaise pratique ou que sais-je, eh bien, les auditeurs seront ravis de se dire, OK, merci Florent d'avoir partagé ça. Et du coup, de mon côté, je ferai en sorte de ne pas faire la même chose. Ouais. Et puis, pareil, pour tes succès, s'en inspirer. Yes. Il y a un échec, on va dire, que je recommande pas du tout, et qui est quand même lié entre agence et CDI. C'est quand entre agence et freelance. Quand tu es en agence et que tu es à côté aussi en freelance, moi la bêtise que j'ai pu faire, c'est de me dire, OK, je vais prendre, donc j'étais sur Malte, je vais prendre 3, 4, 5 clients, et c'est de pas timer, de se dire, OK, les 5 clients que j'ai pris en freelance, ça va me prendre 2-3 heures de mon temps par semaine, ou parfois un petit peu plus. Et au final, d'être sous l'eau, et le côté où, j'ai signé des clients, je vais faire du chiffre d'affaires en solo, se transforme en, au final, j'ai plus beaucoup de temps pour gérer mon CDI,
et les deux parties en pâtissent. Donc ça, vraiment faire attention, et pas voir que le chiffre d'affaires, mais aussi se dire, là, ça va me prendre 2-3 heures, les weekly, faire des calls, les bilans, optimiser les campagnes. Il faut peut-être penser à, est-ce que j'en prends un pour commencer avant d'aller sur 5. Moi, c'est la connerie que j'ai pu faire, c'est de prendre trop de clients dès le début. Et il y a eu des week-ends où je me suis couché tard. Ok. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu évoques. À un moment donné, tu nous dis que ça pouvait pâtir sur ce que tu devais délivrer dans ton job en agence, en CDI. Est-ce qu'il y a des frictions qui se sont créées avec ton employeur ? Je te parle même pas de ta sphère privée. Si en plus de ça, tu avais une vie sociale, une petite amie ou quoi que ce soit. Déjà au niveau professionnel, est-ce qu'il y a un moment donné où il y a eu un climat qui s'est un petit peu dégradé, on va dire, vis-à-vis de ton collaboration avec ton agence ? Alors, par rapport à l'agence, il n'y avait pas forcément j'avais toujours des bonnes relations, mais c'était plus un truc tout bête. Mais on est en agence, donc je suis, on est mardi, il est à 10h du matin. Je sais que j'ai des réunions toute la journée au CDI, et je reçois un mail d'un client de Malte qui me dit qu'il y a une urgence tout de suite à rectifier. En fait, je sais obligatoirement que je ne pourrais pas le faire. Et en fait, c'était plutôt côté psychologique où ça me stressait. Il y avait des choses à mettre en place. Je pouvais pas quand j'étais au bureau, et les clients n'étaient pas forcément contents. Ouais. Moi, ça me stressait aussi avec mes clients CDI. Donc, c'était une charge mentale et une charge de travail que j'avais pas vu venir. Et aujourd'hui, je fais bien attention à ça. Même hier, j'avais une belle proposition sur Malte. Finalement, je l'ai refusée parce que j'ai pas envie de passer tout mon temps sur des clients si aujourd'hui j'arrive à déjà avoir un chiffre qui est intéressant. Ok. Et t'es resté combien de temps du coup freelance en parallèle de ton activité en CDI, genre pendant combien de temps t'alternais sur les deux et t'avais ces problèmes entre guillemets de temps, etc. Alors les problèmes, ça a été vite réglé dans le sens où j'ai vite compris qu'il fallait pas prendre 10 clients, ou alors prendre des clients qui avaient pas où il n'y avait pas un besoin de réunions avec une grosse fréquence, avec une grosse demande opérationnelle. Et sinon, entre CDI et freelance, dès le premier jour de mon CDI, j'avais le compte créé sur Malte. Ok, intéressant. Et du coup, pour ce qui est de la partie un peu plus succès, dont tu es fier, ou même alors, que ce soit en agence ou pareil freelance, des références clients, des missions cool ou peu importe. Ouais, en agence, déjà d'avoir pu progresser sur la partie paid et évoluer sur un poste de senior. Ouais. Ça, c'était quelque chose que je voulais voir, la partie un peu plus strat, managériale, ça c'était intéressant. Après, je sais que c'était pas forcément pour moi pour le moment, donc je suis plus à l'aise en indépendant. Et après, en termes de rêve client, ouais, des beaux noms, des Lacoste, The Couples, Naturalia, Suez, ça c'est des clients sur lesquels je suis content d'avoir pu travailler. Et après un succès en freelance, simplement de me rassurer, de me dire que aujourd'hui, grâce à Malte, par exemple, si on baisse un peu son TJM, mon TJM sur mon profil, je sais que je peux avoir des demandes. J'ai pas toutes les closées, mais je sais que je serai pas en manque de clients. Et ça, c'est une des grosses peurs que j'avais quand j'étais au début en freelance. Ok, parce que du coup, on le rappelle pour nos auditeurs, alors nous on le sait, on s'est renseigné, on connaît un peu le profil, mais tu travaillais chez Labellium, c'est ça, en agence parisienne ? Exactement, Labellium pendant un petit peu moins d'une année, c'est là où j'ai démissionné, et avant j'étais chez Filab sur un poste de consultant plus junior. Ok, ouais, donc ça reste quand même des... C'est là où d'ailleurs j'ai fait mes armes. Ouais, ok. Ouais, donc ça reste des grands noms, des belles références qui, en plus, du coup, c'est hyper cool, t'offrent la possibilité de travailler avec, comme tu disais, Lacoste, Suez, etc., des gros noms, donc c'est cool. Pour ce qui est du coup, alors après, donc le passage en freelance, c'était du coup la suite clairement logique. Comment ça fonctionnait au début ? Enfin, alors, tu parles de Malte, tu t'y es mis donc dès le début, mais est-ce que tu avais d'autres sources d'acquisition que toi pour tes clients perso, ou c'était vraiment focus que Malte ? Non, il n'y avait pas que ça. Il y avait du LinkedIn. Je faisais aussi des formations en ligne, parfois en bootcamp, en école de commerce. Mais là où en fait j'ai senti qu'il y avait la plus grosse traction pour on va dire le moins d'efforts, c'était Malte. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est avec un bon profil et des références toutes les semaines, tu peux avoir 4-5 demandes très qualifiées. Et en ads, t'as pas besoin de 150 clients, puisqu'après, si tu factures 1000, 1005, ça va vite.
Avant de partir sur les tips, moi j'aurais quand même une question en fait. Voilà, tu as fait ta migration, tu es passé 100% freelance via Malte, tu as enchaîné les missions, tu as enchaîné les bons profils. À quel moment tu t'es dit que tu pouvais aussi capitaliser sur ce côté référent? Bon, naturellement, pour la preuve sociale, dire que tu as tant de références, c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, tu as passé un cap. Tu t'es dit, je ne suis pas que un freelance avec une certaine preuve sociale. J'ai aussi carrément un niveau, un positionnement. Bah, tu es super malteur, hein, en l'occurrence. À quel moment tu dis, je vais enclencher là-dessus, je vais appréhender cette chose-là pour communiquer, voire même faire un pivot, tu vois, te dire, bah, je peux proposer mes tips sur son positionnement en tant que freelance sur Malte, parce que c'est quelque chose qui, du coup, est complémentaire à tes missions de freelance, en l'occurrence. Ouais, exactement. Non, c'est une bonne question. En fait, il y a eu plusieurs étapes. Le premier sujet, c'est que j'en parlais très souvent sur LinkedIn. J'avais pas forcément des retours top sur Malte. Plutôt, c'est compliqué de closer, c'est compliqué d'en vivre. Il y a beaucoup de concurrence. Et moi, c'est vrai que dès le début, j'ai pas trouvé ça hyper complexe. J'ai pas les mêmes missions aujourd'hui qu'avant, ça c'est logique. J'avais des petits audits, des petits comptes, des PME. Là aujourd'hui, avec le badge Super Malteur, c'est plus simple d'avoir des grosses startups, ou même des missions de conseil intéressantes. Mais là où j'ai commencé à me dire, ok, là il y a un truc, c'est à partir du moment où 2-3 clients sur Malte qui me prenaient pas beaucoup de temps arrivaient à me générer le même salaire qu'en CDI. Et si je compilais le temps que je passais sur Malte à travailler sur mes clients, ça me prenait 2-3 jours, même pas, 2 jours, pour gagner le même salaire qu'en CDI avec un full-time de lundi à vendredi. Donc là, je me suis dit, ok, il y a vraiment un truc à faire. Et je me suis aussi dit, si je me rajoute 3 jours full-time Malte, qu'est-ce que je peux sortir comme chiffre? Et c'est vrai qu'avec le télétravail en CDI, quand il y avait un petit peu moins de taf à l'agence, j'en profitais aussi pour commencer à prendre de plus en plus de clients. Et rapidement, au bout d'un an, 1 an et demi, le Malte me faisait 2 fois mon salaire, mon salaire CDI. Ouais, les calculs sont vite faits, quoi. C'est clair. Ouais, c'est ça. Après, je parle en chiffre d'affaires. Oui, oui, voilà, mais URSAF, etc. Exactement, mais pour une charge de travail vraiment moindre, j'arrivais à me faire 2 fois le salaire CDI. Et puis après, les badges, je les regardais un petit peu de loin au début en me disant, ça c'est pour dans longtemps. Et puis même, je regardais les profils des super malteurs à l'époque, c'était plutôt des gens qui avaient 30-40 ans. Donc c'était pas forcément pour tout de suite. Et au final, c'est allé assez vite. Le badge Super Malteur 1, il est arrivé, je crois, dans les 6 mois. Le badge Super Malteur 2, rapidement après. Et le 3, c'était cette année. Parce que j'avais un petit peu ralenti en septembre dernier sur les clients, puisque je voulais plus non plus me surbooker de taf. Mais et après, dès qu'il est arrivé, là, c'est vrai que ça a vraiment tout changé, puisque c'est beaucoup plus simple en termes de closing, parce que les clients, en fait, ils savent déjà que potentiellement, si tu as 100 missions, que tu as 100% de bons avis, normalement, tu délivres un travail qui est pas trop dégueulasse. Donc là, ça a vraiment tout changé. Et il y a aussi un deuxième point, c'est quand j'ai commencé un peu à parler des chiffres, bizarrement, là, il y avait plus de gens qui s'y intéressaient à Malte. Et on m'a demandé un petit peu comment se positionner, comment closer. Et c'est vrai que je me rendais compte que mes potes qui étaient aussi en agence et qui étaient sur Malte, eux, ils étaient peut-être, ils n'avaient pas les badges, mais ils n'avaient pas forcément les mêmes strates. Où, typiquement, moi sur Malte, quand j'arrive sur un call, j'ai mon template, j'ai mon script, j'ai mes questions préparées, j'ai mon mail qui part direct après le call, les relances qui sont là. C'est un peu comme si j'étais un commercial, tout simplement, mais j'ai en fait toute une stratégie qui rentre où je laisse rien au hasard. Quand je fais mon call de découverte, quand le template, si je prends un client sur 3 mois, je sais à quel moment, à quelle semaine, je vais lui envoyer tel message. Donc, et ça, les clients, j'ai remarqué qu'ils aimaient bien ce côté très, très process. Et du coup, on pourra en reparler après, mais c'est vrai qu'il y a eu un côté un peu accompagnement maintenant sur Malte, des freelances. Jérôme.
T'as une question, il me semble, non? Oui, parce qu'en fait, tu parlais déjà de niveau, super amateur 1, 2, 3. Oui, voilà. Et en termes de chiffres, ça correspond, je suis à combien? À partir de combien de missions avec un avis favorable tu passes niveau 1 et combien niveau 2, combien niveau 3? Ouais, c'est Super Malter 1. C'est 7500 points, 15 000 points le 2 et le 3, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 30 000 points. Alors, ça a pas tellement, ça a plus tellement, on va dire, de lien avec le chiffre d'affaires, même si ça reste quand même lié. Mais je crois que 30 000, ouais, c'est à peu près. Pour donner une idée, sur une mission, si tu factures 1 000 euros, t'as à peu près. En tout cas, t'as pas 1000 points, mais t'es sur du 600, 700 points à peu près. Okay. Donc voilà. Et après, sur le badge par Malter 3, clairement, ça donne beaucoup plus de visibilité, de preuves sociales, et tu peux justifier un TJM qui est haut. Ok. Effectivement. Donc en fait, tu as un peu expliqué le process. Tu nous as dit pourquoi tu réussissais, on va dire, sur Malte, parce que tu avais quelque chose qui était hyper processé, hyper automatisé, que ça a amené de la satisfaction vis-à-vis des gens avec qui tu travaillais. Puis même pour toi, c'est une certaine charge mentale, parce que, tout du moins, parce que tu as travaillé en amont sur ce process, mais le fait que tu aies tout calibré fait que tes collaborations sont beaucoup plus fluides. Donc tu gagnes de la visibilité avec tout ça. Tu parles de cette visibilité et de tes process avec différents canaux. Donc là, je vais peut-être faire une petite parenthèse social media avant d'embrayer sur les process comme tu nous le proposais. Ta strat social media, on va dire, pour mettre en avant cette expertise. Je te sais présent sur YouTube, je te sais présent plus que présent même sur LinkedIn. Comment tu vois les choses et comment tu automatises, voire même processes tout ça? Parce que c'est aussi pas mal de travail, cet aspect communication. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur ce point-là? Ouais, alors sur YouTube, c'est vraiment, alors c'est très récent, c'est 3 mois, 3-4 mois. Le premier objectif de YouTube, c'est clairement le kiff. Donc, filmer, faire des interviews, partager des expériences ou des tips sur Malte ou Google Ads, mais vraiment par pur plaisir. C'était un truc que je voulais faire depuis longtemps, mais avec le CDI, c'était compliqué parce que y a certaines vidéos que tu peux pas forcément mettre ou par exemple mettre en avant le freelance quand tu es en CDI. Bon, mais c'est pas facile. Hyper pertinent, on va dire. Voilà, tu arrives en réunion le lundi matin, tu as fait une vidéo sur comment gagner X euros sur Malte. Bon, c'est pas. Voilà. Donc, YouTube, vraiment le kiff. LinkedIn, après, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque il y a plein de connaissances que j'ai pu faire grâce à LinkedIn, grâce à un commentaire sur un post, un like. Et aujourd'hui, c'est des gens avec qui je bosse, avec qui c'est des potes. Donc, franchement, rien que pour ça, j'encourage tout le monde à publier. Même si au début, on se sent un petit peu con, parce que les posts, ils font 3 likes, machin. Mais ce que ça peut amener derrière, c'est vraiment dingue. Et après, sur le côté process, franchement, j'en ai pas tant que ça. Hein. Pas un exemple tout bête, mais sur les podcasts ou sur les vidéos tournage, en fait, je vais me caler sur les dates de l'invité ou sur les possibilités de tournage sur le podcast. Donc, il n'y a pas tant de process, et même là avec vous ou même avec n'importe qui, j'évite en fait de tout scripter parce que quand j'ai vu que en faisant des listes ou des bullet points de ce que j'allais dire, le rendu il est pas ouf. Donc je préfère être arrivé et parler un petit peu de ce que j'aime, de qui je suis, plutôt que de tout processiser. Bizarrement, plutôt que sur Malte où effectivement là il y a tout qui est déjà cadré. Aussi comme tu l'as dit pour éviter la charge mentale, mais sur un côté plus échange. Non. En tout cas, voilà, moi tu m'as parlé de kiff pour YouTube et c'est vrai que c'est assez kiffant. Par contre, tu ne processes pas tout, mais en termes de moyens pour un kiff, comme tu viens de le qualifier, c'est quand même assez waouh. On partagera naturellement dans les ressources de ce podcast aussi bien ton YouTube que ton LinkedIn, etc. Mais j'ai en tête une de tes dernières vidéos où tu fais carrément une interview dans une Rolls. Ah oui, avec Manon. Ou alors quand tu fais ton podcast, c'est vraiment avec une bête de studio, tout ça. Donc c'est quand même des moyens assez conséquents, on va dire, pour un simple kiff comme tu le détermines. Ouais, non, ben c'est Après, l'idée, en fait, c'est quand je fais des vidéos interviews, j'aime bien les faire en studio, mais moi, j'aime bien aussi partager des expériences, faire partager des expériences avec mes invités. Là, il y a une prochaine vidéo sur un bateau sur la Seine avec
avec une invitée Margot Cunego qui pareil qui explose beaucoup sur le côté entrepreneuriat féminin. Donc franchement c'était top. Mais ouais, en fait l'idée simplement c'est de me faire kiffer, c'est de faire des choses que je pouvais pas faire avant puisqu'en CDI j'avais pas ce salaire là. Aujourd'hui je peux. J'ai pas besoin de 100 000 euros ou 200 000 euros par mois pour vivre. Donc si il me reste un petit peu à la fin du mois, pourquoi pas me faire un petit kiff et voilà. Et puis tu délègues sans doute, parce que tes productions vidéo, notamment sur YouTube, sont assez rythmées, montées, avec pas mal de motion design ou tout du moins d'incrustation. Tu fais appel à des monteurs? Ça, ouais. Par contre, vu que je suis vraiment très très nul sur le côté montage, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment sur YouTube. C'est, on va dire, le triple achat. T'achètes, on va dire, le moment, tu payes le moment. Tu parlais de la Rolls. Tu payes le tour, donc il n'est pas donné. Tu payes le monteur qui vient faire tourner la vidéo. Et ensuite, tu payes tout ce qui va être motion design, etc., plus la miniature. Donc, c'est vrai que à chaque fois, c'est un coût. Mais après, je le vois plus comme un investissement, donc ça me dérange pas. Ah non, mais clairement, c'est waouh. Moi, personnellement, étant assez sensible à l'image, quand j'ai vu tes réels YouTube, je me suis dit, attends, la chaîne, elle a quelques mois. Tu montres déjà des trucs avec des grosses prods et tout. Donc, oui, tu te fais vraiment plaisir et c'est génial. Et effectivement, c'est ce qui fera que ta chaîne va décoller, je pense. C'est que tu es vraiment sur un rendu, un niveau d'exigence qualitative qui fait que. Il y a tout pour, en tout cas. C'est clair. En plus du sujet, finalement, qui intéresse de plus en plus de personnes envisagent le freelancing. Tu es un exemple vivant de ce que ça peut permettre en termes de réussite. Donc, si en plus tu es top of mind dans ce contexte et que ton contenu est super divertissant et super bien produit, moi, je me fais aucun souci sur ta chaîne YouTube. Ouais. Non, c'est très gentil. C'est vrai que là, YouTube, je le vois, ça prend vraiment du temps. Après, il y a certaines vidéos qui font plus de vues que d'autres, mais en tout cas, l'aventure a l'air super belle. Donc, même si là, on est au premier 400 abonnés, on va pas lâcher. Et au contraire, c'est vraiment un plaisir. Même, je passe beaucoup de temps à regarder des chaînes, des expériences, et même le côté travailler avec les freelances sur la miniature, sur le montage, je kiffe. Donc, c'est vraiment plaisant de le faire. Ok, top. Écoute, pour revenir sur un truc je dirais un peu plus sérieux, pas forcément, mais du coup, tu parlais de Malte. Sur lequel tu étais positionné toi en tant que freelance, et donc récemment il y a plusieurs mois sur LinkedIn tu as un peu basculé donc en termes de communication, communiquer de expert Google Ads, expert acquisition. Tu as commencé à plus communiquer justement sur Malte, en fait, comment optimiser son profil, comment se positionner de mieux en mieux. Qu'est-ce que, en soi, sans parler forcément de chiffres ou quoi, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que limite t'es devenu, moi je te vois un peu comme, tu vois, l'ambassadeur de Malte, qu'est-ce que ça t'a apporté en soi de communiquer, d'ouvrir cette offre d'accompagnement Malte que tu proposes du coup? Ouais, là, ça date de quelques temps, c'est vrai. Et en fait, je recevais beaucoup de messages sur quand je faisais un post sur le chiffre d'affaires ou sur des optis sur Malte, j'en recevais à chaque fois 10 ou 20. Est-ce que tu peux checker mon profil? Il m'est arrivé ça. Comment tu closes? C'était beaucoup sur Google Ads, mais voilà, qu'est-ce que tu mets en place? Alors au début, je le faisais avec plaisir, et je le fais toujours avec plaisir. Même là, j'ai créé un Discord où le but c'est que tout le monde s'entraide. On va bientôt être 400 dessus, et c'est totalement gratuit. Donc voilà, les freelances Malte qui se posent des questions, ils viennent et ils échangent entre eux. Mais c'est vrai que je me disais, il y a vraiment un truc à faire. Et j'avais vu une formation d'un mec qui faisait sur Fiverr. Et je me suis dit, mais il y a vraiment un axe à prendre sur Malte, surtout que ça existe pas. Donc j'ai commencé un petit peu à teaser le truc. Alors il n'y avait pas de vidéo tournée à l'époque, c'était vraiment, j'avais mis une LP, j'avais dit voilà, il y a tant de places, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds? Et au final, il y avait beaucoup de gens qui étaient chauds, et les vidéos n'étaient pas prêtes. Donc là, c'était en juillet dernier, jusqu'à septembre, j'ai tourné, j'en ai fait 6-7 heures à peu près, avec des templates, des checklists. J'ai mis ça sur une plateforme, et là, je l'ai lancé il y a quelques temps, et en fait, je vois qu'il y a une vraie demande. Ok, et du coup là ça représente quoi si on prend en gros ton activité de freelance, donc
entre freelance acquisition sur Malte et vente de formation, accompagnement sur Malte. C'est quoi à peu près en pourcentage ta charge de travail actuellement au niveau de pourcentage? Alors, ma charge de travail, là, en ce moment, ouais, on va dire c'est 50-50, mais 50 depuis très peu de temps, dans le sens où, depuis que j'ai lancé la formation, en fait, je l'avais limité à 10 places, simplement parce que je voulais pas, que les gens soient déçus, et je voulais surtout avoir, on va dire, les premiers bêta-testeurs. Ils regardent les vidéos, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, avant de l'ouvrir à beaucoup plus de monde. Aussi voir comment moi je peux me calibrer avec l'accompagnement, un petit peu tout processiser. Donc il y avait ça. Donc là, en gros, en ce moment, je suis en train de refaire un maximum de vidéos, faire tous les templates, refaire un petit peu tout le marketing. Donc c'est pour ça que là, je poste un petit peu moins pour être sûr que le produit soit vraiment quali, et surtout j'échange avec tous ceux qui ont acheté la formation. Et après, si tu parles en termes de répartition de chiffre d'affaires, ça n'a rien à voir. Il y a eu 10 places vendues sur 300 €. Et après, le freelance Malte et plus la formation en école de commerce, ça va depuis longtemps. Donc, c'est vrai, okay. 3 000 € sur un mois, c'est très bien. Mais sinon, c'est une toute petite part, la formation. Ok, pour le moment, en tout cas. On le rappelle, pareil pour les auditeurs peut-être qui ne savent pas, t'es premier, alors sur Malte, quand on tape Google Ads, donc quand on cherche un freelance Google Ads, t'apparais premier, donc c'est quand même une belle référence. Enfin, ça, naturellement, il n'y a pas de question de sponsoring ou quoi, donc c'est archi crédible, t'es visible, etc. Donc c'est clair, ça coule de source que tu sois crédible pour apporter d'accompagnement ou de l'aide derrière à des freelances, quoi. Non, et c'est même quelque chose que je mets en avant sur le profil, et par rapport aux freelances qui veulent se lancer, où l'idée, c'est de donner plus de visibilité à ceux qui arrivent, et Malte est vraiment une super opportunité quand tu n'as pas le temps de te vendre, tu sais pas trop le faire sur LinkedIn, ou t'as pas la bande passante pour la prospection. Malte, tu crées ton compte, tu l'optimises, t'attends, et si c'est bien fait, tu vas avoir des demandes. Ok. Et alors justement, si on passe sur les quelques tips, par exemple, à l'instar de Paul Vengeon, on avait parlé, il nous a donné quelques tips SEO. Est-ce que toi, tu aurais quelques tips sur Malte pour optimiser son profil? Ouais, déjà, il y a le premier truc, sur Malte, avant de se poser la question de pourquoi ça fonctionne pas, c'est simplement s'assurer que son profil est optimisé à 100%. Je dis un truc tout bête, mais un freelance qui n'a pas une bonne photo, mais qui a mis des bonnes expériences, une bonne bio, un bon prix. Moi, j'en vois beaucoup qui m'écrivent en me disant, mais je comprends pas, Malte, ça fonctionne pas pour moi. Quand je regarde la photo, elle est prise dans leur chambre, il y a un poster derrière, c'est pas quali. Et après, tu changes un détail, ça fonctionne. Pareil pour le prix. Il y en a, ils se disent, moi, j'ai 5 ans d'expérience, donc je peux mettre 800 € de TJM. Ouais, mais en fait, si tu as 0 avis, personne va venir vers toi. Et je vais même plus loin. J'ai des collègues qui sont Super Malter 3, ils mettent un TJM à 250 € parce qu'ils veulent faire du volume. Ils veulent faire ils veulent aller chercher beaucoup de clients. Donc, ceux qui arrivent et qui disent, moi, non, moi, en dessous de 800, je prends pas de mission, c'est normal qu'au bout de 6 mois, ils se disent, bon, j'ai pas de lead. Après, il y a aussi un sujet de tarifs sur Malte. Aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus de monde en parle. Donc, il y a encore plus une concurrence qui est rude. Ouais. Le sujet, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que si tu veux aller vite, c'est vrai que si tu attends ta première mission, ça peut prendre du temps. Ouais. Par contre, si tu bosses déjà un petit peu à côté, tu fais un Malte Open. Malte Open, c'est faire venir ton client que tu as en perso, tu le factures sur la plateforme. Ouais. La commission, au lieu qu'elle soit entre 5 et 10%, elle passe à 2%. Tu prends un petit peu de points aussi. Et surtout, ça te fait une première mission. Si tu fais ça 3 mois, tu as déjà 3 missions, ainsi de suite. Et l'engrenage commence un petit peu à partir. Donc ça, c'est vraiment le gros sujet. Tous ceux qui n'arrivent pas à aller closer sur Malte, ou en tout cas qui ça prend du temps, ramenez vos clients sur la plateforme. Si vous en avez 4-5, tout de suite, ça va dérouler. Hein. Tu vois, genre ça, typiquement, c'est un truc que je connaissais pas du tout. Et alors, je sais qu'au niveau des recommandations, par exemple, tu peux...
enfin, j'en sais pas. Je crois qu'on avait parlé avec un ami freelance, mais tu peux le faire venir, il peut te recommander, ça peut déjà t'aider. Mais tu vois, le fait de faire revenir ses clients, ça, je connaissais pas. Et en vrai, why not, quoi. Ouais, moi je pense que clairement, voilà, c'est la meilleure option, quoi. Tu te bases sur ton réseau, sur ton cercle, ton premier, tu dis, bah voilà, quitte à, entre guillemets, perdre en pourcentage ce que te coûteraient les frais Malte, mais 2%, ça va te générer ton avis, tu vas créer ta preuve sociale, puis après, ça va dérouler. Ouais, exactement. Sur les recommandations, alors ce qui est bien, c'est que ça nécessite pas une mission. Tu peux demander à un collègue à toi avec qui tu as bossé, et ça, c'est top. Et ce que les gens ne soupçonnent pas, ou en tout cas, ils n'imaginent pas, c'est à partir de, je sais pas, 40, 50 missions sur le profil, ils se rendent pas compte à quel point toutes les semaines, il peut y avoir des demandes. Moi, ce qui me faisait rêver avant, c'était de me dire, je travaille avec des grands groupes. Donc, je l'ai fait et c'était top. Le problème, c'est que j'étais payé 2100 € par mois. Aujourd'hui, je peux travailler avec 10 TPE que personne connaît dans toute la France. Et ce que j'ai compris maintenant, surtout, c'est que des TPE, il y en a 1 milliard. Et il y en a 1 milliard qui ont toujours besoin de Google Ads ou de Meta. Et ça arrive encore la semaine dernière. Une boîte dans une thématique que je connaissais pas forcément plus que ça, mais qui a besoin d'un audit. Bon, ben voilà, je fais l'audit. Si tu en fais 3-4 dans le mois, ça, à 1 000 €, pareil, avec des clients. Alors, et on pourra en reparler aussi, mais moi, Google Ads, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, et c'est ça qui m'a fait faire le choix de partir sur cette thématique, c'est un peu comme un logiciel où tu as un récurrent. Tu achètes, quand tu vends un logiciel, tu as ton MRR, parce que la personne garde le logiciel 3, 4, 5, 6 mois. Ce que je trouvais vraiment génial avec Google Ads, c'est que quand tu prends quelqu'un en prestation, donc hors audit ou one-shot, structuration de compte, c'est quand tu fais une gestion, tu le prends sur 6 mois. Si tu le factures sur des 1005, les premiers 2 mois, ils sont plus compliqués parce que il faut montrer que tu sais faire tes preuves, restructurer le compte parfois. Mais moi, j'ai des clients, ça fait... évidemment, il y a toujours un peu de travail, et c'est pas ça l'idée, mais ça fait 2 ans, avec des belles factures. C'est pas du revenu passif, mais voilà, tu connais très bien le compte, ça te prend pas beaucoup de temps, tu fais les weekly, le client il est très content puisque il avait jamais eu ça avant. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé incroyable avec Google Ads, c'est que tu peux avoir un récurrent qui est dingue, quoi, qui est vraiment dingue. Ouais, clairement. Et question, alors là, c'est un peu, je vais dire, c'est pour ma culture perso, mais quand tu pars sur des missions en ads sur Malte ou quoi que ce soit, il y a une période d'engagement pour le client où tu parlais de 6 mois, ou alors c'est vraiment, tu dis, on s'engage, peu importe, si vous voulez arrêter, on arrête, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une période d'engagement? Non, aucun engagement, et c'est ça qu'ils aiment, et même moi, alors après, avec ma posture, on va dire, consultant, je dis toujours que 1 mois, t'as pas le temps de voir les performances, parce que c'est pas en 1 mois que tu vas restructurer ou faire repartir un compte, puisque déjà tu as 7 jours d'apprentissage, donc tu fais des modifications, tu t'enlèves une semaine, tu vas pas faire 36 modifications sur les 3 semaines qui arrivent, donc voilà. Mais j'aime pas faire le côté verrouillé, et le client non plus. En tout cas, moi, il y a un truc que j'ai retenu. Tu parles beaucoup de Google Ads, ça parle un petit peu de Meta. Est-ce que tu penses que sur Malte, tout comme dans les réseaux ou comme beaucoup d'autres aspects, la spécialisation est vraiment clé, on va dire, dans ton développement de business? Parce que, tu vois, on parlait de début en agence qui peut être 360 comme spécialisé. Est-ce que pour toi, être un, entre guillemets, homme du digital, je fais ton SEO, je te fais ton ad, je te fais ta maintenance web, etc. C'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire, ou tu as encore une chance de faire quelque chose là-dedans, ou à contrario, vraiment se spécialiser et quitte faire une niche dans la niche. Tu vois, par exemple, moi, je suis spécialisé SEO dans l'horlogerie de luxe. Tu vois, un exemple lambda, quoi, mais vraiment te positionner te positionner très niché, en fait. Ouais, alors là, tu dis, il y a 2 exemples super intéressants. Je vais commencer par le premier. Tous les freelances qui aujourd'hui n'arrivent pas à faire des chiffres sur Malte, c'est qu'ils sont trop généralistes. Ils font, comme tu l'as dit, du SEO, du dev, du SIA. Ça marche pas du tout, puisque le client, quand il arrive sur Malte, sur la plateforme, il cherche un seul moyen, un seul outil. L'idée de Malte, c'est de constituer ton équipe avec des freelances qui connaissent leur métier. Et il y a très peu de clients qui vont arriver et qui vont dire, tu vas me faire le SEO, le
le paid, même eux, ils savent que au final, tu peux pas avoir la même expertise sur tous les leviers. Et moi, je me cantonne vraiment, pareil, sur du Meta et Google. Et encore, parfois, on peut se poser la question, est-ce que tu peux... Moi, c'était un sujet de, est-ce que tu peux être expert social, expert search? Moi, vu que j'avais été formé sur les deux leviers dans les deux agences, je suis resté là, mais je fais pas de TikTok, je fais pas de Snapchat. Ouais. Je reste vraiment sur le côté très, très niché. Et même, j'en fais quasiment plus de Facebook, sauf avec mes clients, on va dire, historiques. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai vu que la position que j'ai réussi à avoir, la position 1 sur Malte, sur Google Ads, je veux la garder. Donc, j'ai commencé un peu à ajuster mon profil pour vraiment perdurer sur Google Ads et vraiment garder cette position. Et après, le deuxième exemple, quand tu dis horlogerie de luxe, SEO en horlogerie de luxe, souvent, je le vois sur des profils de freelance qui disent, voilà, je suis expert. Alors, l'exemple que je vois le plus souvent et qui, à mon avis, qui est bien, hein, mais qui va pas dans le bon sens, c'est expert pour les projets à impact. Malheureusement, c'est très bien. Je comprends l'idée. Le problème, c'est que sur Malte, il y a pas de temps. Je connais pas la part, mais le côté impact environnemental, si tu as un client qui veut bosser avec toi, mais qui voit ça, il se dira finalement, c'est peut-être pas pour moi. Donc, pareil, il faut pas trop se segmenter parce que sinon, en fait, faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux travailler sur ça, sur une thématique précise, ou faire du chiffre? Effectivement, je pense que du chiffre, tu peux en faire une fois que tu es niché, mais il faut laisser le temps de faire ta niche. Et il faut surtout pas s'en sortir, en fait. Donc, c'est deux visions. C'est impossible. Ouais, c'est ça, c'est vraiment impossible. Pour finir, t'es très présent sur LinkedIn avec une bonne base, une belle audience, etc. Est-ce que parmi cette audience, ou même les potes avec qui tu travailles ou les connaissances, il y aurait quelques profils que tu pourrais nous recommander, alors que ce soit vraiment en acquisition ou pas du tout, s'il y a genre un top 2-3 profils que tu aimerais nous partager? C'est le moment de faire tes passes D. Ouais, vraiment pour tes potes ou peu importe. Ou voilà. Il y en a un avec qui je fais pas mal de choses, qui est très très chaud. Alex Raffetin, qui a une enseigne de burgers de poisson, Père et Fiche, à Paris et à Lille. C'est un pote avec qui j'ai fait un podcast et aussi on a fait des formations ensemble dans des écoles. On a bossé ensemble sur plein de projets. Donc Alex, s'il passe par là, gros big up à lui. En plus, pareil, il est aussi dans le kiff. Donc voilà. Genre. Il y a aussi un pote pareil qui était mon prof de Facebook Ads à Schema, Jérémy Pohu, en plus qui lance sa marque de matcha en ce moment. Donc voilà. Et non, ouais, après c'est plus c'est vraiment le cercle proche pote. Ok. Donc Jérémy Pohu et Alex Raffetin. Déjà, moi, les burgers au poisson, faut que je regarde. Je connaissais pas l'enseigne, mais ça m'intéresse. Ouais, vraiment très très bon. Je recommande, c'est vraiment incroyable. Et si en ce moment il y en a un que vous avez dû voir aussi qui est assez tranchant, Manoa. Manoa qui me fait beaucoup rire dans ses posts. On mettra les liens de la vidéo dans la Rolls en description, ça fait plaisir et c'est franchement le ratio. Je sais pas si c'est nécessaire. On t'intégrera à la chaîne YouTube, à chacun de Pix qui souhaite regarder. Pas sûr, c'est pas. Ok, écoute Florent, déjà un grand merci pour le temps que tu nous as alloué, beaucoup de valeur délivrée. Je vais t'inviter à nous laisser un mot de la fin, c'est un petit peu un rituel chez nous, donc nous sommes à ton écoute pour ce mot de la fin. Yes, déjà, grand merci à tous les trois, c'était hyper cool de pouvoir partager l'expérience en freelance et sur Malte. Et après, tous ceux qui veulent se lancer sur la plateforme, lancez-vous. Franchement, en fait, ce qui est ouf, c'est que ça va vous coûter 0 et ça peut vous faire gagner gros. Donc, il n'y a aucune barrière à l'entrée, si ce n'est que prendre une demi-journée, créer son compte, mettre sa meilleure photo et attendre et optimiser son profil. Si tu te poses des questions, il y a un Discord où on est 400. Donc, tu viens et tu nous écris. Et si tu veux vraiment aller plus loin, j'ai lancé une formation qui s'appelle Freelance Accélération. Du coup, je t'accompagne pendant jusqu'au moment où tu rentabilises ton prix, tout simplement, que tu as signé ta mission, où en fait, je partage toute mon expérience des 2 ans pour arriver à être Super Malter 3 et commencer à générer un flux de clients continu. Voilà. Okay.
Ok. Top. C'est à toi, les garçons, votre mot de la fin. Moi j'en ai un. Mais du coup, est-ce qu'on laisserait pas la parole à l'invité? Genre vraiment, si t'as un mot Oui, un qui te seul, passe par la Il tête, a Florent. décidé de faire une phrase. Ouais, il a fait une phrase, mais Il a le choix. Si c'est l'invité, il fait ce qu'il veut. Bon, si entre temps t'as un mot qui pop, mais je vais commencer pour pas me le faire voler, je vais dire Rolls-Royce. Ouais, c'est vrai que j'y avais pensé, mais j'ai été plus innovant. Je sais pas, ça me J'ai fait pensé à agence. J'ai pensé à agence, puisqu'effectivement, Mhm. il y avait l'agence dans laquelle Florent était en CDI, mais il y a aussi l'agence OnlyFans dans Oh. l'interview avec rire. Benoît. Faut pas en Voilà. parler, faut pas en Double parler, c'est sens. tabou. Et ben moi, je vais partir sur spécialisation. Parce qu'effectivement, Ok. dans ce côté développement de profil freelance sur Malte, comme dans beaucoup d'autres aspects finalement du market, ou au-delà du market hein, d'ailleurs, la spécialisation pour moi, c'est clé. Spécialisation. Voilà, je veux pas un plombier, cascadeur, catcheur, électricien. Quand j'ai un problème, je veux un plombier tout court et un bon plombier. Eh bien, écoutez, moi j'ai kiffé. Je te remercie encore à nouveau, Florent, pour ton temps. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés dans cet épisode. On vous dit à la semaine prochaine. On balancera toutes les informations, tous les liens de Florent en description de ce podcast. Et on dit à la semaine prochaine. Bisous à tous. Salut. Merci Salut, tous les trois. Salut, merci beaucoup, Florent. Merci à toi. C'est déjà Merci la à fin vous. de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.